له يا سيد أنا رجعت على لبنان، أتمنى إنك ترجع كمان على لبنان. قرار صادر من مجلس الجامعة تسمية حزب الله الإرهابي. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite les titres. Les Palestiniens en deuil après l'assassinat hier de Fatih Zeidan. Les obsèques du responsable du Fatah doivent avoir lieu dans l'après-midi dans le camp de Miyeh. C'est aujourd'hui le 41e anniversaire de la guerre civile libanaise. Nous ne cesserons d'œuvrer à la consolidation de la paix civile, déclare Saad Hariri. Le régime syrien organise un scrutin législatif, élection qualifiée d'illégitime par l'opposition syrienne et les Occidentaux. Ce vote coïncide avec la reprise des négociations à Genève. Il y a 41 ans, aujourd'hui, le Liban entrait dans un conflit de 15 ans, d'avril 1975 à octobre 1990. Conflit qui a fait 150 000 morts. Plusieurs responsables ont commémoré ce douloureux anniversaire. Saad Hariri a assuré qu'il ne cessera d'œuvrer à la consolidation de la paix civile. Il a rappelé par ailleurs son attachement à l'accord de Taïf qui a mis fin aux hostilités. Sur Twitter, le chef du courant du futur estime que mettre fin à la vacance à la présidence est le meilleur moyen de renforcer la paix civile. Le ministre de l'Intérieur, Nohad Mechnouk, appelle quant à lui à tourner la page de la violence, de la corruption et de l'injustice. Et 16 ans après la fin de la guerre civile, la violence n'est pas révolue. À Saïda, les habitants de deux camps palestiniens, Miyeh et Ain el-Helweh, étaient en deuil aujourd'hui. Les commerces sont tous fermés au lendemain de l'assassinat de Fatih Zeidan, secrétaire du mouvement Fatah dans le camp de Miyeh, le premier responsable palestinien assassiné en dehors d'un camp. Il a été victime d'un attentat à la voiture piégée alors qu'il sortait d'une réunion sécuritaire entre factions palestiniennes. Ces obsèques doivent avoir lieu dans l'après-midi. Le Premier ministre est à Istanbul à la tête d'une délégation ministérielle. Tamam Salam participe au sommet de l'Organisation de coopération islamique et le roi Salman d'Arabie Saoudite est aussi déjà sur les lieux. Il a été chaleureusement accueilli par le président turc Recep Tayyip Erdogan. Son grand rival, l'Iran, participe à ce sommet. Les deux dirigeants se retrouveront donc ensemble dans la salle où seront réunis les chefs d'État. Riyad a rompu ses relations diplomatiques en janvier après une attaque contre l'ambassade saoudienne à Téhéran par des Iraniens protestant contre l'exécution d'un opposant chiite saoudien. Les négociations de paix sur la Syrie ont repris à Genève. Ce nouveau cycle de pourparlers doit s'étendre sur une dizaine de jours. Le fossé reste énorme entre régime et opposition sur la question de la transition politique. L'émissaire de l'ONU a averti que ces discussions porteraient justement sur la gouvernance et les principes constitutionnels. On écoute Staffan de Mistura. Nous sommes d'accord pour considérer que le plus important est que les hostilités cessent et que l'aide humanitaire puisse être acheminée vers chaque Syrien. Et puis bien sûr, le processus politique pour une transition est lui aussi crucial. Pendant ce temps, le régime syrien organise des élections législatives dans les zones qu'il contrôle. Un scrutin bien évidemment jugé illégitime par l'opposition syrienne. Il s'agit du second vote organisé dans le pays depuis le début de la guerre en 2011. Natacha Vesnich. L'index trempé dans l'encre, ce Syrien était l'un des premiers à voter ce matin pour les élections législatives, les deuxièmes depuis le début de la guerre en 2011. Un scrutin que l'ONU et les pays occidentaux refusent de reconnaître. L'opposition en exil et l'opposition modérée reconnue par le régime ont toutes les deux appelé à le boycotter. 3500 candidats sont en lice pour un total de 250 sièges. Les critiques de ceux qui sont en Syrie sont acceptables. Mais celles de ceux qui sont à l'étranger ont un autre but. Je ne dis pas que les élections en Syrie sont les mêmes qu'en Suisse, mais c'est une étape à laquelle nous devons participer pour faire avancer les choses. Seulement 60% des Syriens sont appelés à voter, ceux qui vivent dans les régions sous contrôle gouvernemental, soit un tiers du territoire syrien. Dans les zones contrôlées par les rebelles, comme ici à Alep, ces élections ne valent rien. Bien entendu, ces élections sont illégitimes, parce qu'à l'origine, elles ne sont pas organisées pour recueillir l'avis de tout le peuple. La grande majorité de ce peuple a déjà renversé le régime et ne le reconnaît pas.
C'est une farce. Je ne crois pas à ces élections. Et d'ailleurs, je n'ai jamais cru aux précédentes. Les noms sont choisis à l'avance. Bachar el-Assad veut juste montrer qu'il possède un État, un peuple et un régime solide. Ici, les habitants sont donc plus préoccupés par les combats qui ont repris il y a une dizaine de jours entre le Front al-Nosra et les forces du régime que par ces élections législatives. En Jordanie, les services de sécurité ont fermé le siège des Frères musulmans à Amman. Les locaux de la confrérie ont été perquisitionnés, évacués et la porte d'entrée scellée à la cire rouge. Les Frères musulmans représentent la principale force d'opposition dans le royaume. Les relations entre le pouvoir et la confrérie se sont particulièrement détériorées il y a un an, depuis que le gouvernement a approuvé la création d'une formation dissidente, l'association des Frères musulmans. Au Brésil, Dilma Rousseff accuse son vice-président de trahison. Michel Temer aurait accidentellement laissé fuiter l'enregistrement d'un discours à la nation. Ce dernier est censé succéder à la présidente brésilienne si elle se voit destituée. Les députés se prononcent dimanche sur son maintien ou non au pouvoir. Ludovic de Foucault. Pour ou contre la destitution de Dilma Rousseff, la question divise l'opinion brésilienne. Sur la célèbre place des trois pouvoirs à Brasilia, la police a érigé un mur long de 500 mètres pour séparer les pros des anti. 300 000 manifestants sont attendus pour le vote dimanche. Il y a clairement deux groupes antagonistes bien définis. L'un qui est en faveur du gouvernement et l'autre qui est contre. Et ils sont tous les deux autorisés à manifester ce dimanche. Dimanche, sur cette place, le vote sera retransmis en direct sur écran géant. D'ici là, il reste quelques jours à l'opposition pour mobiliser les 2/3 des votes des députés afin que la procédure de destitution se poursuive au Sénat. Et le camp en faveur de l'impeachment vient peut-être de gagner quelques voix supplémentaires. Ce mardi soir, le parti progressiste, une des formations alliées de Dilma Rousseff, a décidé de quitter la coalition au pouvoir et a annoncé que la majorité de ses 47 députés voterait en faveur de la destitution. Coup dur pour la présidente qui continue de crier au complot. Si elle était destituée, c'est son vice-président Michel Temer qui lui succéderait. Et lundi, un discours présidentiel au peuple brésilien a fuité de la messagerie de ce dernier. Dilma Rousseff l'accuse de tentative de putsch. S'il y avait encore un doute sur le fait que c'est un coup d'État, une farce et une trahison, maintenant il n'y en a plus. Le masque de la conspiration tombe. Le Brésil et la démocratie ne méritent pas ça. L'issue du vote est toujours incertaine, mais la position de Dilma Rousseff se fragilise un peu plus chaque jour. Le Parlement de Strasbourg devrait donner demain son feu vert définitif au projet de directive sur le PNR. Il s'agit d'un fichier européen des données des passagers aériens. Inès Olagaré nous en dit plus. Voilà plus de 5 ans que l'Union européenne se penche sur le PNR. 5 ans de discussions laborieuses, après lesquelles le Premier ministre français espère bien obtenir gain de cause. Moi, je considère que le PNR européen est un moyen supplémentaire dont nous nous dotons pour être efficace dans la lutte contre le terrorisme. Depuis les attentats de Paris, la France presse les eurodéputés d'adopter la directive sur le PNR. Un compromis avait été trouvé au mois de décembre entre les négociateurs du Parlement européen et des États membres. Après tant d'années de discussions, nous avons enfin pu trouver un accord en vue d'un PNR européen. Mais les réticences exprimées par la gauche radicale, appuyées par les groupes libéraux et verts, ont ensuite freiné la validation du texte. Les opposants au projet estiment que la protection des données personnelles n'est pas garantie. Car avec un PNR européen, tous les transporteurs aériens seront obligés de communiquer aux États concernés de nombreuses informations sur les voyageurs, comme leur nom, leur itinéraire, la date de réservation du vol et leurs coordonnées. L'objectif ? Identifier les profils suspects parmi les passagers. Plus de la moitié des États membres, comme la France, sont déjà dotés d'un PNR national. Mais ils ne sont pas connectés entre eux, ce qui limite leur efficacité face aux réseaux criminels internationaux. C'est la fin de cette édition, le rappel des titres. Les Palestiniens en deuil après l'assassinat hier de Fatih Zeidan. Les obsèques du responsable du Fatah doivent avoir lieu dans l'après-midi dans le camp de Miyeh. C'est aujourd'hui le 41e anniversaire de la guerre civile libanaise. Nous ne cesserons d'œuvrer à la consolidation de la paix civile, déclare Saad Hariri.
Le régime syrien organise un scrutin législatif, élection qualifiée d'illégitime par l'opposition syrienne et les Occidentaux. Ce vote coïncide avec la reprise des négociations à Genève. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Très bonne soirée à tous et à toutes. بقول له يا سيد انا رجعت على لبنان، اتمنى انك ترجع كمان على لبنان.